Bonsoir à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir ce soir pour une conférence dédiée à l'éolien et à son rôle dans la transition énergétique. J'ai le plaisir, avec les autres membres du bureau du groupe Énergie et Alessandra Martinez donc de Sciences Po Alumni, de vous présenter nos deux invités ce soir, tous deux spécialistes de l'éolien. Bienvenue à Pauline Lebertre, déléguée générale de France Énergie Éolienne, et à Frédéric Petit, directeur Business Development de chez Siemens Gamesa Renewable Energy. Bienvenue à vous deux. Tout d'abord, quelques mots sur vous. Pauline, vous avez une formation juridique. Vous avez été inscrite en tant qu'avocate au barreau de New York et de Paris. Après un début en tant qu'avocate, vous êtes devenue directrice conseil dans un cabinet d'affaires publiques, domaine public. Et c'est en 2016 que vous avez rejoint donc France Énergie Éolienne en tant que déléguée générale. Votre rôle est de promouvoir l'énergie éolienne auprès des pouvoirs publics européens, nationaux et régionaux, et de gérer toutes les relations donc, de la filière éolienne avec toutes les parties prenantes du secteur énergétique. Frédéric, vous êtes diplômé de l'École nationale supérieure des ingénieurs électriciens de Grenoble et de l'Institut d'administration des entreprises d'Aix-en-Provence. Vous avez intégré le groupe Siemens en 1989 et avez exercé différentes fonctions techniques, commerciales, managériales dans l'industrie électro-intensive notamment. C'est en 2009 que vous avez rejoint le secteur énergie de Siemens France en tant que directeur marketing Power Generation. Et vous êtes actuellement directeur Business Development donc de Siemens Gamesa Renewable Energy, notamment pour le plan industriel engagé au Havre et dédié à l'éolien en mer. Vous êtes également administrateur et président de la commission éolien en mer de France Énergie Éolienne. Ce soir, nous nous intéressons au rôle de l'éolien et à son rôle dans la transition énergétique. Quelques chiffres, tout d'abord, selon l'Observatoire de l'éolien publié par France Énergie Éolienne, 8000 éoliennes ont été installées en 2019. La part de l'éolien a atteint 6,3% de la production électrique française. La France est le 4e pays éolien en Europe par sa puissance de raccordement, après le Royaume-Uni, l'Espagne et l'Allemagne. C'est dans la dynamique de transition écologique que notre gouvernement a lancé à l'automne le fameux plan de relance verte de 30 milliards destiné à son financement. Le but étant d'atteindre l'objectif européen de neutralité carbone en 2050. Concernant l'éolien et notamment l'éolien en mer, notre ministre de la Mer, Annick Girardin, a tout récemment plaidé pour son développement. Elle considère que 25% de l'électricité française pourrait être produite en mer en 2050. On le voit, le secteur des énergies renouvelables est extrêmement dynamique. Les entreprises sont très actives. Si la crise sanitaire a pu bousculer et retarder certains chantiers des énergies renouvelables, les investisseurs, eux, sont au rendez-vous, et notamment dans l'éolien. Certains parlent d'une période de super cycle d'investissement qui s'ouvre, et notamment également l'envolée boursière de certaines entreprises cotées dans le secteur en témoigne. Alors, lorsqu'on voit ce panorama, tous les éléments laissent à penser que, quelque part, le secteur de l'éolien a le vent dans le dos. Évidemment, on est très curieux de vous entendre sur ce thème, le thème de notre soirée. Peut-être avant de démarrer l'intervention, juste un mot pour vous, tous nos auditeurs. Surtout, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez soulever durant l'intervention de nos deux invités, qui vont dérouler une présentation, et on va tenter, et on l'espère, d'avoir encore quelques minutes à la fin de l'intervention, juste avant 19h, pour centraliser vos questions. Et Denis Florent, le président de notre groupe, nous fait l'amitié de centraliser toutes ces questions qui seront donc traitées en fin d'intervention.
Mais à vous maintenant, je vous laisse la parole et je me tourne peut-être tout d'abord vers vous, Pauline. La programmation pluriannuelle de l'énergie qui a été publiée en avril dernier a fixé des objectifs extrêmement ambitieux pour l'éolien, à la fois terrestre et maritime. À l'horizon 2030, 20% de la production d'électricité française sera d'origine éolienne. Alors, pourriez-vous nous dire, Pauline, pourquoi est-ce qu'on mise en France sur l'énergie éolienne? Bonsoir à tous et merci beaucoup pour votre invitation. Je suis ravie qu'on puisse, Frédéric et moi, intervenir devant vous pour vous parler d'énergie renouvelable et d'éolien. Particulièrement aujourd'hui et à quelques heures, si je puis dire, de l'anniversaire des accords de Paris. Juste très brièvement, quelques mots sur France Énergie Éolienne, dont vous avez les éléments clés à l'écran. Donc, nous sommes l'association qui nous représentons les professionnels de l'éolien, de la filière éolienne en France. Nos entreprises, nos plus de 300 entreprises membres, ce sont toutes les entreprises qui travaillent sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'éolien. Elles ont construit plus de 90% des éoliennes en France et ce sont des entreprises de toute taille qui vont aussi bien des toutes petites entreprises, des ETI, des PME, jusqu'aux filiales de grands groupes et aux grands groupes eux-mêmes. Et on a un rôle classique de fédération. On est l'interlocuteur de référence des pouvoirs publics. On est l'organisateur d'événements de référence pour la filière et on a une mission de communication auprès notamment du grand public qui est extrêmement importante. On y reviendra probablement. Alors effectivement, la programmation pluriannuelle de l'énergie a été publiée en avril. Elle fixe un objectif très ambitieux et elle s'inscrit dans le cadre des grands objectifs de la politique énergétique française qu'Anne a évoqué. Donc elle découle de l'accord de Paris, mais si on est et des objectifs de neutralité carbone. Si on est encore plus précis, la raison pour laquelle, d'un point de vue législatif, je dirais, on développe de l'éolien en France, ça découle des lois de la loi de transition énergétique de 2015 et de la loi énergie-climat de 2019, qui a fixé plusieurs grands principes. Le premier étant de réduire la dépendance qu'on a au nucléaire et de réduire la part du nucléaire à 50% en 2035, d'arrêter la production d'électricité à partir du charbon à partir de 2022 et pour permettre de tenir ces objectifs, de diversifier le mix de production énergétique en développant les énergies renouvelables et en développant ces énergies renouvelables sur la base des ressources que l'on a localement sur le territoire français, donc l'eau, le vent, la biomasse notamment, et donc de porter la part des énergies renouvelables à 32% de la consommation finale d'énergie, et à 40% de la production d'électricité. Alors, pourquoi effectivement on mise en France sur l'éolien? Eh bien, on mise en France sur l'éolien pour des raisons très pragmatiques, qui sont que la France a le deuxième gisement de vent européen. Elle bénéficie de la deuxième façade maritime d'Europe. Elle a plus de 3500 km de côte. Elle a un réseau électrique qui est très dense, très maillé. On a des infrastructures, alors là c'est plus pour l'éolien en mer, mais on a des infrastructures portuaires qui sont très adaptées. On a un savoir-faire industriel dans l'éolien terrestre et encore plus dans l'éolien en mer. Et ça sera détaillé un peu plus tard. Et donc avec tous ces atouts et tout ce potentiel, on a effectivement tous les atouts, je dirais, physiques et en termes de ressources pour pouvoir développer de l'éolien en France de manière significative. Après, l'autre raison, c'est que l'éolien, c'est une filière mature et c'est une filière compétitive. C'est une filière mature et je pense que c'est important de rappeler que l'éolien, si on est très en retard en France, ce n'est pas le cas du reste du monde, puisque dans le reste du monde, il y a plus de 650 gigawatts d'éolien qui sont installés. Donc, c'est absolument considérable. La France, de ce point de vue-là, bénéficie de toute la mature et de tout le retour d'expérience mondial sur le sujet aussi bien de l'éolien terrestre que de l'éolien en mer. La filière éolienne, aujourd'hui, donc quand on bénéficie de tout ce retour sur expérience, ça permet d'avoir
une filière éolienne qui a un processus industriel totalement maîtrisé sur l'ensemble de son cycle de vie. C'est-à-dire que de la génération, du développement à la fabrication jusqu'à la fin de vie des parcs, puisque nos voisins européens ou d'autres voisins d'autres pays étrangers sont d'ores et déjà allés jusqu'au bout de la fin de vie des éoliennes, on a une connaissance très précise sur le processus industriel. Il est maîtrisé. Les éoliennes, elles sont aujourd'hui recyclables à 95%. Et on a aussi une maîtrise et une transparence sur les coûts, là encore, sur l'ensemble du cycle de vie. Les derniers prix connus des appels d'offres sur l'éolien, ce sont pour le terrestre, le dernier appel d'offres qui a eu lieu l'été dernier, c'est 59,7 € le mégawattheure. Et le dernier appel d'offres qui a eu lieu pour l'éolien en mer, c'est Dunkerque. Et ça donne une tendance, ça montre la tendance qui est à la réduction des coûts. Et celle-ci, elle a été absolument significative. Et l'éolien est une filière sur laquelle il faut rétablir un ou deux éléments. C'est une énergie renouvelable. Elle est variable, c'est-à-dire qu'elle va produire une électricité qui va être en fonction du vent tous les jours. Mais variable ne veut pas dire intermittent, c'est-à-dire que ce n'est pas allumé-éteint. Variable, ça veut dire qu'elle va produire 80% du temps ou 90% du temps, mais à une puissance variable, avec des facteurs de charge significatifs, et qu'on va tirer parti de l'ensemble de l'éolien réparti sur tout le territoire pour pouvoir gérer l'ensemble de l'alimentation du système électrique. Donc, on voit, merci pour ces descriptifs sur les atouts de l'éolien et ses caractéristiques. Est-ce que vous pourriez nous faire un état des lieux sur la filière aujourd'hui en France ? Anne, c'est Frédéric, je vais peut-être juste apporter quelques petits compléments. Oui, bien sûr, pardon. Alors peut-être pour les auditeurs, pour les chiffres, sur la place de l'éolien en France, je viens de le regarder à l'instant et revérifier sur le très bon site RTE Economics que vous pourrez mettre à disposition des auditeurs. Donc en 2019, l'éolien a eu un taux de couverture de 7,2%. Et en 2020, même si l'année n'est pas complètement terminée, nous sommes aujourd'hui à 8,7% de production électrique d'origine éolienne. Et sur ce site, vous aurez tous les éléments sur les différentes énergies. C'est très intéressant. Peut-être juste peut-être deux compléments par rapport à ce que Pauline a décrit. Donc, je mettrai également en avant que c'est une énergie qui est sûre et facilement démantelable, notamment en fin de vie, qui fait partie également de ses avantages. Et on le décrira aussi plus après. En fin de compte, il y a également un intérêt quant aux retombées socio-économiques dans les territoires, que ce soit aussi bien pour l'éolien terrestre que pour l'éolien en mer. Voilà, donc deux petits compléments. Je vous redonne la main. Merci Frédéric. Alors, est-ce que vous pourriez nous présenter justement la place de l'éolien dans le mix énergétique pour qu'on ait un état des lieux de cette filière aujourd'hui en France ? Alors effectivement, on a un bilan qui nous est donné par RTE, donc qui est le gestionnaire du réseau de transport d'électricité et qui gère l'ensemble du mix électrique. En fait, aujourd'hui, l'éolien qui est en très forte progression, c'est la deuxième énergie renouvelable après l'hydraulique. Et effectivement, comme le disait Frédéric, on a des chiffres qui, avec l'augmentation de la capacité installée de l'éolien, et je dois préciser là de l'éolien terrestre exclusivement, puisque nous sommes très en retard sur l'éolien en mer, c'est l'éolien terrestre qui aujourd'hui couvre près de 9% effectivement de la consommation électrique française, en tout cas en 2020. Donc on a une très très forte croissance. Vous le voyez, on a eu un taux de croissance très important entre 2018 et 2019, plus 21%. Et aujourd'hui, l'éolien couvre une part significative de l'électricité consommée.
Donc ça, c'est sa place dans le mix énergétique. Alors après, quelques chiffres justement qui permettent de faire un état des lieux donc de l'éolien et de où on en est aujourd'hui. Alors, on a 8000 éoliennes installées sur le territoire en totalité, un peu plus de 8000 éoliennes, c'était 8000 à fin 2019. On a effectivement une part de production qui était à fin 2019 de 6,3%. On va y revenir plus spécifiquement. On a plus de 20 000 emplois dans la filière, avec une progression de 11% par rapport à 2018, des retombées fiscales et locales pour les territoires d'accueil des parcs éoliens de plus de 200 millions d'euros. Ça, c'est un chiffre, ce sont les retombées annuelles. Et donc aujourd'hui, l'éolien, c'est la deuxième énergie renouvelable en production en France et le premier employeur du secteur des énergies renouvelables. Pour l'éolien terrestre, donc, on le disait, on a environ 1500 parcs éoliens qui sont installés sur tout le territoire, avec une puissance moyenne de 2,7 MW. Donc ça, c'est chaque éolienne. On a un territoire qui permet de faire un peu partout, compte tenu de la ressource en vent que l'on a de l'éolien. Les deux plus grandes régions en raison, de leur potentiel en vent et de la ressource en vent et de la présence de très grandes plaines. Ce sont les Hauts-de-France et le Grand Est, et elles représentent à elles seules 50% de la puissance raccordée. Le berceau historique de l'éolien en France, c'est l'Occitanie, qui a accueilli le premier parc à Port-la-Nouvelle en 91, et elle occupe aujourd'hui la 3e place au niveau national. Frédéric, je te passe la main pour notre éolien en mer. Sur l'éolien en mer, aujourd'hui, il y a une éolienne en mer raccordée sur le réseau électrique de 2 MW. Donc sur les 8000, il y en a une en France. Néanmoins, donc, il y a un pipeline de projets à venir, donc avec les projets alors qu'on appelle chez nous des 2 premiers rounds, donc appel d'offres numéro 1 qui avait été attribué en 2012 et le 2e round attribué en 2014. Donc on a 3 gigawatts de projets on va dire qui sont en développement, et pour certains qui sont en cours d'installation, c'est-à-dire qui sont engagés. Donc à savoir le projet de Saint-Nazaire et le projet de Fécamp sont des projets qui sont atteints le closing financier et qui seront mis en service à horizon, donc Saint-Nazaire 2022 et le projet de Fécamp à horizon 2023. Les autres projets s'approchent du closing financier et font ce qu'on pourrait appeler le parcours du combattant classique, qui est le même, l'éolien terrestre, à savoir purger les recours une fois qu'on a toutes les autorisations, ce qui est le cas. Alors, ça peut sembler long peut-être pour les auditeurs, 10 ans, c'est vrai, c'est à peu près 2 fois plus long que partout ailleurs en Europe. Le temps moyen de développement d'un projet éolien terrestre, Pauline, il me semble que c'est à peu près 8 ans. On est sur les mêmes ordres de grandeur, et sur un projet éolien en mer où après l'attribution, on est plutôt sur 3 ans. Donc finalement, on est dans les temps de passage pour créer des infrastructures, on va dire malheureusement, et on espère que les choses vont s'améliorer. Et Frédéric, pardon, je vous coupe. Vous dites que c'est 2 fois plus long pour l'éolien en mer par rapport à l'Europe. Est-ce que pour l'éolien terrestre, 8 ans, c'est également 2 fois plus long? Oui. 2 fois plus long. D'accord. Et donc, en dehors de ces projets, donc à peu près 3 gigawatts, il y a également un projet, donc le plus récent, qui a été attribué en juin 2019, qui est le projet de Dunkerque, qui lui commence son parcours, qui a son débat public en vue de faire le chemin pour avoir toutes les autorisations pour un raccordement. On va dire là, on est sur de l'horizon, si on croit l'appel d'offres 2026, dans les faits, ce sera probablement plus à horizon 2027. Et ça représente néanmoins, donc ces 3,5 gigawatts, des investissements significatifs, puisqu'on parle de plus de 10 milliards d'euros d'investissements associés à ces projets, qui sont
je dirais peut-être à la différence du terrestre, des projets, on va dire, massifs de production, donc on parle de parcs de 500 MW aujourd'hui, plus gros demain, hein, alors qu'il y a une granularité plus forte sur l'éolien terrestre, où c'est plutôt, d'ailleurs on le voit quand on se déplace en France, plutôt on a 5 éoliennes par-ci, 7 par-là, donc on a des parcs plus petits distribués, mais c'est aussi la force de l'éolien, c'est d'être produire de l'énergie au plus près des territoires. Sur l'éolien en mer, c'est plutôt des gros moyens de production. Et pour donner un petit ordre de référence, vous avez sur la carte le parc, par exemple, de Saint-Brieuc. Saint-Brieuc, c'est 62 éoliennes, près de 500 MW. Et Saint-Brieuc, ça permettra de couvrir, au moment où ce sera en service, près de 9% de la consommation électrique de la péninsule bretonne. Donc, c'est particulièrement important, par exemple, pour la Bretagne, qui est une péninsule électrique et qui a des sujets électriques et d'alimentation électrique et de sécurité d'approvisionnement considérables. Voilà. Ou Fécamp, un autre chiffre, c'est pratiquement 900 000 personnes qui seront alimentées grâce au parc éolien de Fécamp. Ce serait le même ordre de grandeur pour le parc de Saint-Nazaire. À partir de 2023, du coup. Tout à fait. Enfin, Saint-Nazaire à partir de 2022 pour Saint-Nazaire. Fécamp et Saint-Brieuc. Fécamp et Saint-Brieuc en 2023. Donc ça, c'est sur ce qu'on appelle, nous, l'éolien en mer posé. Hein, donc c'est-à-dire que c'est de l'éolienne où la fondation qui est sous l'éolienne repose sur le sol. Hein, donc c'est une technologie très classique, c'est ce qui constitue, on va dire, le marché, si on fait les choses un peu de manière blanc ou noir. Et si on passe sur le slide suivant, il y a également un marché, on va dire, qui est plus innovant sur de l'éolien flottant. Hein, donc là où l'éolienne repose sur un flotteur, alors qui lui-même, évidemment, est retenu avec des câbles d'ancrage ou suivant la technologie, en tous les cas, ce n'est pas quelque chose qui va dériver, hein, ne serait-ce parce qu'il faut bien le raccorder au réseau électrique. Hein, donc, ça flotte, mais ça reste sur une position fixe. Et là, la France, en fin de compte, a alors, non seulement l'éolienne, la seule éolienne en mer aujourd'hui, c'est celle donc, qui s'appelle FloatGen, c'est cette éolienne de 2 MW hein, qui a été installée donc, au large de Nantes, pour faire les choses un peu simples, donc qui est raccordé, qui est en production. Et en complément, il y a 4 projets donc, de fermes pilotes hein, donc pour tester différentes technologies qui ont été attribuées en 2015 hein, donc pour tester les technologies flottantes, parce que le flottant étant moins mature, côté éolienne, ce sont les mêmes éoliennes, mais côté flotteur, il y a différentes technologies qui existent. Hein, donc 4 projets, donc Provence Grand Large, vers Fos-sur-Mer, Groix-Belle-Île, je crois que par le simple nom, on se doute où c'est, et puis Éolmed et éoliennes flottantes Golfe du Lion qui sont, je dirais, en Occitanie. Voilà, donc c'est des projets qui sont engagés et pour être mis en service avant 2024. D'accord. Et alors, vous avez évoqué les projets éoliens comme étant des projets de territoire. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus par rapport à cette notion? Est-ce que vous visez l'adhésion nécessaire au niveau local? Est-ce que vous visez le dynamisme que cela procure dans certains territoires, notamment les territoires ruraux? Que recouvre cette fameuse notion de projet de territoire? Alors, elle recouvre plusieurs choses. Effectivement, ça recouvre tout d'abord le fait qu'un projet éolien, c'est un projet qui va s'implanter à l'intérieur d'un territoire et il va être designé, si je puis dire, sur mesure pour le territoire qui va l'accueillir. C'est un très long processus de développer un parc éolien, on l'évoquait, 8 ans. Et très en amont du développement d'un parc éolien, vous allez avoir un très grand nombre d'études qui vont être réalisées et qui vont permettre de justement déterminer quelle va être la meilleure localisation, comment l'implanter par rapport aux éléments d'environnement, de géographie, de topographie, d'habitat, de patrimoine, de biodiversité. Donc, c'est un très, très long processus très encadré. C'est l'un des processus d'instruction et d'autorisation les plus stricts en Europe. Et dans ce cadre-là, il y a non seulement tout le travail d'experts des professionnels de l'éolien, mais aussi tout le travail qui va consister à effectivement être en lien avec les personnes du territoire, les communes, les collectivités locales et les gens du territoire
dans le cadre des enquêtes publiques, de concertations qui sont de plus en plus faites en amont, pour justement permettre d'expliquer, et notamment dans un contexte où l'éolien est un énorme générateur de fake news, si je puis dire, pour justement permettre d'expliquer ce que va faire l'éolien, comment est-ce que ça va se passer, à quoi ça va servir et comment est-ce que c'est implanté, comment est-ce qu'on décide de l'implanter et quel est le processus. Donc ça, c'est la première chose sur la façon dont ça s'intègre. Après, l'éolien, c'est une filière, on entend souvent qu'on regrette sur l'éolien terrestre. Alors, Frédéric reparlera de l'aspect très spécifique de l'éolien en mer, mais sur l'éolien terrestre, on entend souvent qu'on n'a pas de filière industrielle. Eh bien, ce n'est pas vrai parce qu'on a plus de 900 entreprises qui sont actives dans l'éolien. L'éolien, c'est le premier employeur des énergies renouvelables en France. Vous le voyez, on a depuis 2016 une progression de plus de 26% des emplois. C'est absolument considérable. Et on a des bassins d'emploi qui, comme vous le voyez sur la carte, sont répartis un peu partout, notamment au plus près, en fait, dans les territoires ruraux, parce que vous avez en France plus de 80 bases de maintenance et qui effectivement sont plus proches des parcs éoliens. Et ces parcs éoliens, ils sont installés dans des territoires qui sont plutôt des territoires ruraux. Et on a des emplois qui sont sur l'ensemble des maillons de la chaîne de valeur et qui sont tous en progression chaque année. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus d'emplois dans les études, dans la fabrication, dans l'ingénierie et dans l'exploitation. Et ensuite, l'éolien est un contributeur majeur au développement local parce que comme n'importe quelle infrastructure qui va être installée dans un territoire, elle génère à la fois de l'activité économique, donc des emplois et puis aussi le fait qu'on utilise les entreprises locales, mais elle va aussi générer des retombées fiscales et toutes ces retombées fiscales qui sont la CFE, la CVAE, l'IFER qui est un impôt forfaitaire spécifique sur les entreprises de réseau, et bien tout cela va générer les 200 000 € de recettes fiscales annuelles et va permettre à des territoires justement va venir d'une certaine façon compenser dans les collectivités le fait qu'on a une baisse permanente de la dotation en ressources de ces collectivités. Alors, nous avons évoqué la programmation pluriannuelle de l'énergie et son objectif ambitieux d'atteindre donc en 2030 20% de l'électricité d'origine éolienne. Alors, selon vous, et je m'adresse à Frédéric, quels sont les moyens à mettre en œuvre par la filière pour atteindre cet objectif ambitieux et quelles sont du coup les retombées industrielles que vous envisagez? Alors, sur un volet, on va dire plus éolien en mer que éolien terrestre, alors peut-être nous, notre vision sur la PPE, c'est que avec cette nouvelle PPE donc, qui a été adoptée récemment, au mois d'avril, le côté positif, c'est qu'on est sorti d'une situation qu'on va appeler de stop and go. Si on refait un peu le film de l'histoire, donc il y a eu 3 gigawatts attribués en 2012, enfin de mis en appel d'offres, dans les faits, il n'y a que 2,5 d'attribués. Après, on a eu 1 gigawatt attribué en 2014. Après, il n'y a eu plus rien, aucun projet attribué avant 2019, le parc de Dunkerque à 600 mégawatts. Donc, ce phénomène de stop est plutôt, enfin de go est plutôt de stop, et avec plutôt même une pente décroissante. Vous comprenez bien que pour un industriel, c'est tout sauf une belle perspective. En tous les cas, c'est certainement une perspective où il ne faut pas implanter d'usine, puisque si vous n'avez pas de rythme. Donc, la nouvelle PPE, où il y a une annonce, et en tous les cas un engagement d'être sur un rythme de 1 gigawatt par an, va dans le bon sens. Donc, vous voyez sur le tableau, en 2020, il y a donc un projet en Manche de 1 gigawatt. Donc, on peut se réjouir si vous suivez le journal officiel, le JORF, vous verrez qu'il y a eu une annonce en début de semaine pour annoncer, donc l'État allait lancer sous peu officiellement cet appel d'offres. Donc, en l'occurrence, on espère bien d'ici la fin de l'année. Par contre, la suite en tant qu'industriel est un peu moins réjouissante. Donc, d'un côté, il y a les volumes. Donc, vous voyez en Bretagne Sud un appel d'offres flottant de 100, en fin de compte, à attribuer en 2021. Alors, peut-être, j'en profite pour répondre à une petite question que j'ai vue sur le chat sur la maturité du flottant versus l'opposé.
les deux, c'est le marché de l'éolien en mer. Donc le flottant, en fin de compte, aura atteint sa maturité quand le marché de l'éolien flottant aura rejoint les prix de l'éolien en mer posé. Il n'y a pas de raison, on va dire, qu'on paye juste plus cher uniquement parce que ça flotte. Hein, donc le premier appel d'offres flottant est prévu sur un prix de 120 €, donc supérieur à ce qu'on connaît pour le posé, mais c'est également le temps de lancer la filière pour rejoindre, on va dire à horizon 2030, les prix qu'on connaît par ailleurs sur l'éolien en mer posé. Donc 2021, date d'attribution prévue par le décret, hein, qu'on a attendu pendant plus de 2 ans. Ce calendrier ne sera pas respecté. Au mieux, cet appel d'offres sera attribué en 2022. Je peux continuer sur l'appel d'offres en Méditerranée. L'appel d'offres ne sera pas attribué en 2022. De même que sur Oléron, entre 500 MW et 1000 MW d'éolien posé, annoncé comme étant attribué entre 2021 et 2022. Aujourd'hui, il n'y a toujours pas eu de saisine de la CNDP. Donc, en tant qu'industriel, je dirais, nous, c'est plutôt une source une certaine inquiétude de voir qu'un calendrier n'est pas respecté. Donc, pour nous, c'est vraiment un couple volume-calendrier. Et après, charge à l'industriel de gagner, enfin, en tous les cas, d'être tenu par son client, parce qu'à la fin, nous, on ne participe pas en tant que turbinier, en tant que Siemens Gamesa aux appels d'offres, on répond à des énergéticiens qui candidatent, mais le volume n'y est pas. Et si on regarde la suite, donc le 1 gigawatt par an à partir de 2024, pour l'instant, il n'y a pas eu, on va dire, le pendant à la programmation pluriannuelle de l'énergie qui serait une programmation pluriannuelle spatiale, en fin de compte, qui permettrait de faire un vrai travail de planification pour définir quelles sont les zones prévues, propices au développement de l'éolien en mer. C'est ce qui s'est passé en Belgique, c'est ce qui se fait aux Pays-Bas, c'est ce qui se fait en Allemagne, c'est ce qui se fait en Angleterre, tous les pays où l'éolien en mer se développe. Donc ça, on a une attente, en fin de compte, et je crois que le ministère de la Mer s'est positionné très clairement pour s'atteler à cette tâche, mais voilà, aujourd'hui, il y a encore du travail à faire pour sécuriser un rythme régulier, alors qu'on espère évidemment sur un volume supérieur à 1 gigawatt par an ultérieurement, mais la première étape, c'est déjà de trouver les bonnes zones pour la suite. Donc voilà la vision un peu d'industriel par rapport à cette programmation pluriannuelle de l'énergie. Et peut-être de manière un peu plus large, je dirais, puisqu'on est dans le monde de l'énergie, donc on est sur du temps qu'on va appeler de lent, hein, donc de transformation progressive de notre mix énergétique et de moyens de production qui, par nature, ne sont pas éternels. Hein, donc, on pousse l'État à prendre toujours les décisions au bon moment parce qu'on est sur même si les choses s'améliorent, on est sur des temps longs avant la mise en œuvre et de voir le déploiement effectif des moyens de production et l'évolution et donc réduire la part, par exemple, du nucléaire à 50%. La question n'est pas de la réduction. Pour nous, la question, c'est plutôt par quoi on remplacera demain les centrales nucléaires, Fessenheim en est le premier exemple, mais qui finiront par s'arrêter. Et on pense que l'éolien, là-dessus, est un très bon candidat. Et c'est pour ça que la France doit se positionner pour permettre, en fin de compte, à ce que ces calendriers et ce déploiement se fassent dans le temps prévu par la PPE pour atteindre les objectifs fixés. Merci Frédéric. Et la PPE par rapport à l'éolien terrestre, du coup, Pauline, quels sont les moyens qui seront mis en œuvre pour atteindre cet objectif? Alors, très rapidement, la puissance éolienne d'ici 2028, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a un objectif très ambitieux qui est totalement réaliste par rapport au potentiel géographique, technique et à la ressource. L'important, c'est que ce qu'on voit, c'est qu'on doit multiplier la production
Et donc, on doit pouvoir optimiser le nombre de mâts qui sont installés, c'est-à-dire que l'objectif n'est pas de multiplier par 2,5 le nombre d'éoliennes, mais bien de multiplier par 2,5 la production. Ceci, ça nécessite en fait de tirer parti de toute la technologie qu'on a dans l'éolien et d'installer les éoliennes les plus récentes et qui sont un peu plus grandes, c'est-à-dire que les éoliennes, elles produisent 3 fois plus d'électricité aujourd'hui qu'il y a 10 ans, alors qu'elles ont pris 10% de taille en plus. Donc, ça n'est pas une idée de quintupler la taille des éoliennes, ce n'est pas le sujet. En revanche, il y a une chose qui est sûre, c'est que si on peut installer les technologies les plus récentes, on peut optimiser et rationaliser le nombre de mâts qui sont installés tout en démultipliant la production qui en ressort. Aujourd'hui, on a un enjeu de pouvoir installer ces technologies et effectivement de libérer un certain nombre d'espaces parce qu'on a beaucoup de contraintes, ce qu'on appelle nous spatiales, notamment qui sont des contraintes d'ordre militaire et aéronautique, qui font que 47% du territoire français est interdit à l'éolien aujourd'hui. Donc, ça veut dire que en fait, l'éolien ne se développe que sur 53% du territoire. Et on a un enjeu justement de pouvoir libérer certains espaces et de faire cohabiter l'ensemble des usages pour permettre une répartition équilibrée et harmonieuse de l'éolien sur le territoire pour atteindre ces objectifs. Peut-être que nous pouvons à présent nous intéresser un peu plus à l'éolien en mer. Frédéric, est-ce que vous pourriez nous parler de la taille du gisement français, notamment par rapport à ses voisins européens et par rapport aussi, quel est votre avis aussi par rapport au positionnement d'Annick Girardin évoqué en introduction, qui veut lancer une politique ambitieuse pour l'énergie éolienne en mer en ayant indiqué un quart de l'électricité française en soit issue en 2050? Oui, en fin de compte, on est en plus quelques jours, ou en tous les cas quelques semaines avant le 1er janvier 2021. Au 1er janvier 2021, avec le contexte Brexit, la France est le premier marché pour l'éolien en mer en termes de gisement potentiel en Europe, donc à savoir avec un gisement de 80 gigawatts pour l'éolien en mer posé, plus que 140, donc 220 gigawatts de gisement potentiel pour déployer de l'éolien en mer en France. Donc, c'est le plus grand pays. Bon, et je parle uniquement de la France métropolitaine, hein, sans compter les territoires d'outre-mer et autres DOM. Donc, on a vraiment, en tant que potentiel, vraiment on a un positionnement idéal. Et je rajouterais couplé également avec une infrastructure en termes de transport d'électricité aussi incomparable en Europe. Hein, donc, on a avec RTE un gestionnaire de réseau qui est en capacité d'anticiper et de planifier. S'il y a une planification des prochains parcs, le gestionnaire de réseau est capable d'anticiper d'éventuels renforcements là où il faut. Si on le compare par exemple à notre voisin allemand, où là il y a 4 gestionnaires de réseau, ça crée forcément des difficultés quand vous voulez acheminer de l'électricité depuis le nord de l'Allemagne, où il y a les parcs, vers le sud, où il y a la Bavière, parce que les interfaces entre les différents gestionnaires de réseau, c'est quelque chose qui est plus compliqué. Donc la France combine le gisement technique et une infrastructure forte et puissante. En ce qui concerne notre ambition, en tous les cas notre vision en tant que filière, il y a eu un appel de l'Europe pour, donc hors Royaume-Uni, d'avoir 300 gigawatts d'éolien en mer à horizon 2050. Je dirais la place raisonnable que la France peut prendre dans ce contexte, c'est 50 gigawatts à horizon 2050. Donc, c'est toujours un peu dur d'imaginer qu'est-ce que ça représente 50 gigawatts. Donc l'équivalent, si on prend une référence par rapport au parc électronucléaire, c'est 63 gigawatts. Hein, donc ça donne un petit peu la maille équivalente. Mais peut-être sur un plan plus territorial, en tous les cas sur un plan de planification, 50 gigawatts, ce serait de l'ordre de 2 à 3% de l'espace métropolitain français. Et encore, un espace où on pourrait continuer à avoir des usages
au sein des parcs, donc par exemple de la pêche au sein des parcs. Donc ce n'est pas 3% d'interdiction, c'est sur l'espace, je dirais, occupé par ces 50 gigawatts. Donc ce qui, en absolu, je dirais, est faible, mais également si on regarde en relatif, par exemple nos voisins et amis belges ont également, comme je disais précédemment, un programme éolien en mer. Ils ont prévu d'occuper lors de 16 à 17% de leurs eaux métropolitaines pour déployer de l'éolien en mer. Donc évidemment avec des volumes plus faibles puisqu'ils ont moins de surface, mais pour autant, ils ont des contraintes maritimes, ils ont des activités de pêche, ils ont des parcs Natura 2000, et pourtant ils ont fait ce travail de planification et qui est un travail d'organisation de l'espace pour trouver les endroits les plus propices pour gérer les différents usages entre la pêche, entre les granulats, entre le transport maritime. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire. Et donc, on était très contents de l'annonce de la ministre, donc elle parlait de l'ordre de 25% de production éolien en mer à horizon 2050. Donc 50 gigawatts, c'est dans les ordres de grandeur. On doit être plutôt peut-être un peu plus proche de 30%, mais on est vraiment sur les ordres de grandeur. Et donc, nous, on le prend comme un message vraiment où ce travail de planification va maintenant pouvoir s'engager parce qu'il faut organiser l'espace. Ça prend forcément du temps parce que c'est de la concertation et pour trouver le meilleur arbitrage et de manière à refléter, on va dire, l'intérêt général. Et ça, c'est des décisions que l'État doit prendre et en entendant les différentes parties pour trouver et déployer cet éolien en mer à horizon 2050, avec probablement ce que l'on voit un point de passage, parce que 2050, c'est proche et c'est loin. C'est d'un côté, quand on était dans les années, on va dire, 80 ou 70, 80, tout le monde parlait de l'an 2000. Ça semblait tout le monde parlait du bug de l'an 2000 ou différents problèmes, qu'est-ce qui allait se passer en l'an 2000. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on est rentré un petit peu dans une stress du quotidien, du court terme qui a pris le pendant. Et pour nous, ça nous semble important qu'il y ait vraiment cette vision, cette projection qui se mette en place, parce que 2050, c'est dans 30 ans. Et avec un point de passage, par exemple, à 2035, pour fixer un petit peu les choses. Et voilà, c'est un petit peu le travail qu'on attend maintenant. Et on est à l'écoute et à la disposition du ministère de la Mer pour avancer dans cet objectif qui visiblement est commun. Alors, on a pu lire dans les médias qu'on considère que la France est en retard dans ce virage industriel sur l'éolien et notamment l'éolien en mer. Notre ministre, d'ailleurs, Annick Girardin, l'a indiqué en disant qu'il fallait rattraper ce retard sans tarder et se lancer sans hésiter dans l'éolien en mer. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce positionnement de la France au niveau industriel par rapport à ce virage peut-être pris avec retard? Je dirais ma vision est totalement à l'inverse. La France est complètement en avance. Et on va dire sur l'éolien en mer, et c'est tout à fait incroyable ce positionnement de la France, puisque la France a 2 mégawatts d'installés sur un parc installé en Europe de l'ordre de 22 000 mégawatts, donc là y compris le Royaume-Uni. Et pour autant, la France a un tiers des usines d'éoliennes, donc de pales et de nacelles européennes. Donc le projet de Siemens Gamesa, on reviendra un peu après au Havre, mais une usine de pales et de nacelles. Il y a une usine de pales à Cherbourg, LM General Electric, une usine de nacelles General Electric à Montoire de Bretagne. Donc 4 usines sur les 12 en Europe. Donc c'est tout à fait incroyable. De temps en temps, on pourrait presque parler de hold-up du siècle avec ces 4 usines. Donc, je dirais le retard. Non, au contraire, la France est très bien positionnée sur le plan industriel. Et je rajouterais également un autre composant majeur dans l'éolien en mer, qui sont les plateformes de raccordement, où donc les chantiers de l'Atlantique
à Saint-Nazaire sont déjà positionnés de manière historique, sont rentrés sur ce marché, donc à l'export. Ils ont commencé par donc, un projet en Angleterre, ils ont poursuivi par un projet en Allemagne, un projet donc en Belgique, et maintenant ils sont positionnés pour des projets en France. Donc la France est extrêmement bien positionnée sur le plan industriel, sur l'éolien en mer, et pour bénéficier de toutes les retombées d'emploi. Donc, on a le potentiel, on a un positionnement incroyable sur le plan industriel. Allons-y. Est-ce que vous pouvez nous faire part... Pardon, Pauline. On a déjà d'ailleurs 3000 emplois dans la filière éolienne qui sont dédiés à l'éolien en mer. Est-ce que vous pourriez nous faire part un peu plus précisément de votre expérience dans le cadre du plan industriel de Siemens Gamesa au Havre? Avec plaisir. Donc, on va peut-être passer rapidement. Bon, c'est quelques chiffres, mais donc qui donnent un petit peu notre base installée, donc plus de 100 gigawatts au niveau mondial, avec un chiffre d'affaires d'à peu près 10 milliards d'euros. Et Siemens Gamesa, nous sommes 26 000 salariés, hein, donc actifs sur le marché de l'éolien au niveau mondial. Et on est présent dans tous les pays, je dirais, où il y a du vent, pour faire les choses de manière simple. Donc sur l'éolien en mer, donc, on a plus de 3500 éoliennes qui sont déjà en fonctionnement. Hein, donc ça peut répondre à une question que j'ai vue sur la maturité. Hein, donc on a installé notre premier parc éolien en mer en 1991, donc le parc de Vindeby au Danemark. Donc c'est 11 éoliennes de 450 kW. Donc 450 kW en 91. Là, en France, on vous parlait d'éoliennes de 8 MW. En 2022, nous installerons des éoliennes de 11 MW. Et en 2024, nous aurons des éoliennes de 14 avec un boost à 15 MW qui deviendront la norme. Donc, vous voyez un petit peu le chemin parcouru et l'évolution technologique tout à fait incroyable entre 91 et aujourd'hui en 30 ans. Donc, on a une base installée d'un peu plus de 15 gigawatts, donc c'est à peu près l'équivalent de l'éolien terrestre français, donc rien que sur l'éolien en mer, ce qui permet d'alimenter à peu près, permettrait d'alimenter un quart des foyers français. Et le plus important, c'est aussi pourquoi, en fin de compte, pour nous, c'est en termes d'économie hein, de CO2. Donc, c'est plus de 213 millions de tonnes de CO2 qui sont évitées par ce moyen de production décarbonée grâce à l'éolien en mer. Et on a aussi fait l'équivalent en milliards d'arbres hein, pour avoir un équivalent CO2. Donc, c'est vraiment un contributeur majeur parce qu'il faut vraiment lutter avec tous les moyens possibles contre ce dérèglement climatique qui est engagé. Donc, sur les 15 gigawatts, donc c'est les parcs raccordés, sur le pipeline de projets, donc aujourd'hui, on a plus de 18 gigawatts de projets qui sont soit en cours d'installation, soit en commande pour des installations dans les années à venir. Et donc, j'ai essayé de faire un petit encadré bleu, blanc, rouge sur les parcs, les différents parcs français sur lesquels nous sommes positionnés, hein, donc avec le projet de Fécamp et donc le projet de Saint-Brieuc qui sont en commande ferme et qui seront produites comme tous les autres sur notre usine du Havre. Et à venir, les parcs de Courseulles, le parc du Tréport et Yeux-Noirmoutier. Et une petite mention alors spécifique, puisque c'est un projet un peu particulier, puisque c'est de l'éolien flottant, donc le projet de Provence Grand Large, donc, qui sera installé donc, au large de Fos-sur-Mer sur une technologie flottante alors qu'on appelle TLP pour Tension Leg Platform. Donc c'est un petit peu une technologie équivalente à ce qui est pratiqué pour les plateformes pétrolières, hein, avec des câbles sous-marins sous tension pour tenir et éviter que la plateforme bouge. En même temps, donc un petit élément sur l'éolien en mer flottant. Si on était Marseillais, on dirait nous sommes à jamais les premiers sur l'éolien flottant. Je crois que c'est le slogan de Marseille, de l'équipe de foot, même si je ne suis pas trop footeux, mais au sens on a installé le premier prototype en 2009 sur l'éolien flottant, donc un prototype de 2,3 MW
donc en Norvège, et on a installé la première ferme flottante en 2017, 5 éoliennes de 6 MW en Écosse. Donc ça, c'est en France. Donc en France, on a 4 gigawatts d'éolien terrestre. Nous sommes aujourd'hui un peu plus de 300 personnes. On a 40 centres de maintenance éolien terrestre au plus près des parcs, et on dispose également d'un centre de R&D à Rouen, pour tout ce qui tourne sur l'éolien en mer, et notamment sur tous les efforts sur les pales, les effets aéroliques, les effets de sillage. Donc c'est notre centre de compétences pour la France, mais globalement pour l'éolien en mer sur ces sujets, sur ces problématiques. Donc, notre projet industriel représente le plus gros projet industriel jamais fait dans les ENR en France à ce jour. Donc, c'est significatif. Donc, en fin de compte, vous avez ici une petite vue d'artiste qui présente l'usine. Donc, il faut imaginer un bâtiment principal où on va produire des pales et des nacelles. Donc, c'est un bâtiment principal qui va faire plus de 500 mètres de long sur à peu près 120 mètres de large, avec un bâtiment secondaire qui va faire ce qu'on appelle le post-traitement des pales, et ensuite toute une zone logistique où on vient stocker les nacelles, les pales, les sections de tours, et couplé avec différentes infrastructures maritimes, donc des quais rouliers, des quais d'import-export, un quai d'installation. C'est la première fois, et même pour nous, Siemens Gamesa, et même globalement dans l'industrie, qu'on a l'ensemble de ces fonctions couplées sur un seul site. Ça n'a jamais été fait, et ça se fait en France, ça se fait au Havre. Donc, en termes de taille, puisque c'est des gros objets, donc c'est la vue d'artiste, ça représente 36 hectares. Donc, globalement, il faut imaginer pratiquement 2 km de long sur un peu 200 mètres de large, enfin un petit peu moins si on fait le calcul, mais c'est assez gigantesque. Si on va sur le site, on verra après quelques images, c'est à l'image et aux proportions des éoliennes sur l'éolien en mer. Bon, c'est plus grand que l'éolien terrestre, mais sur l'éolien terrestre, ça reste impressionnant pour ceux qui s'approchent des éoliennes. Donc ça, c'est une vue avant les travaux, et puis les infrastructures, les superstructures qui sont en train d'être installées. Donc ce plan industriel va permettre de générer 750 emplois. Et on va commencer massivement, je dirais, les recrutements en 2021, sachant qu'ils ont déjà commencé. On a déjà recruté notre équipe de direction usine. Et si vous allez sur notre site, qui est marqué sur la présentation, vous pouvez postuler sur les postes ouverts. Vous avez à peu près aujourd'hui une quinzaine de postes ouverts. Donc, n'hésitez pas à les regarder, à postuler pour ceux qui le souhaitent. Et on a également ce qu'on peut appeler un teasing, c'est-à-dire que les postes qui ne sont pas encore ouverts, mais les futurs recrutements, on peut… en fin de compte, je vous conseille d'éviter d'envoyer la candidature sur l'adresse mail, parce que c'est candidature spontanée, mais d'aller plutôt sur le site pour les postes ouverts. Ce sera beaucoup plus efficace. Voilà. Donc, avec une mise en production de l'usine à horizon premier trimestre 2022 et pour une installation des premiers parcs en 2023. Pardon Frédéric, je vois juste qu'il nous reste quelques oui, minutes et nous avons eu de aussi très nombreuses questions. Je laisse volontiers la parole à Denis pour poser quelques questions à nos invités. Alors, j'ai essayé de regrouper les questions parce que, comme tu le dis, Anne, il y en a beaucoup. Elles sont de 3 ordres, en fait. Il y a des questions qui sont des questions sur la technique, des questions qui sont sur l'impact environnement et des questions sur la politique. Peut-être que penser, alors certaines vous ont déjà été couvertes. Sur la technique, il y a des questions, je vous les donne regroupées. Quelle est la composante stockage? Et est-ce qu'il est inévitable de gérer l'intermittence par des sources fossiles comme le CO2, comme le gaz, pardon, est-ce qu'il y a des alternatives? Autre question sur la technique, quelle est la différence de prix, de coût entre l'onshore et l'offshore et pourquoi? Et une dernière question technique qui revient, qui est le ratio entre la capacité installée, et Frédéric l'a mentionné plusieurs fois, et la production effective d'électricité. Alors, je vais me lancer sur la première question. Alors, la première question, elle fait partie des légendes urbaines qui traînent autour de l'éolien, si je puis dire ça comme ça.
Aujourd'hui, en fait, la façon dont s'intègrent les énergies renouvelables, pas seulement l'éolien, sur le réseau électrique, fait que on a toujours du vent qui souffle quelque part. On a un mix de production très diversifié. Et en fait, aujourd'hui, on n'a absolument pas on sait, et notamment RTE, en fait, puisque c'est eux qui sont les comptables et les techniciens sur la gestion du système électrique, n'a pas besoin, en fait, de couplage par des ressources fossiles. Le fameux et prétendu backup thermique dont auraient besoin les énergies renouvelables variables n'existe pas. Il n'y a pas ce sujet, puisque aujourd'hui, en fait, la façon dont le réseau électrique est alimenté par les différentes sources de production et notamment les sources variables, tout est géré de telle manière qu'il n'y a pas de backup. Et le foisonnement aujourd'hui fait qu'il n'y a pas non plus besoin, au stade où on en est, d'avoir des mesures de stockage massif de l'électricité, puisqu'on a un mix électrique très équilibré. Et j'irai même plus loin, il y a des travaux prospectifs qui ont été réalisés par RTE toutes ces dernières années et qui continuent à être faits. Et ce qu'ils expliquent, donc, sont tout un tas de modélisations et de travaux sur justement la diversification du mix électrique. Ils expliquent qu'en fait, avec une très forte proportion d'ENR, donc d'énergie renouvelable, dans le réseau, compte tenu de sa structuration et compte tenu de la composition du mix, nous n'avons pas, il n'y a pas, on sait très bien gérer avec le système actuel, le fait d'avoir jusqu'à, par exemple, plus de 30% d'éolien dans le système électrique. Donc voilà, c'est un sujet qui est amené c'est une fake news, je crois qu'on peut le dire. C'est démenti par différents rapports d'RTE. Je pourrais peut-être ajouter un complément là-dessus. On a des pays où la part de l'éolien est déjà beaucoup plus fort. Hein, donc, je pense au Danemark, je pense à l'Allemagne. Pourtant, il ne me semble pas qu'ils aient des nuits noires ou des blackouts sur le plan électrique. Donc, comme l'a dit Pauline, c'est vraiment une légende urbaine. Et peut-être sur le stockage, je dirais, on ne le sait peut-être pas, mais je dirais le stockage aujourd'hui, c'est déjà notre quotidien. Donc, toutes les nuits, pratiquement en France, on vient activer les STEP, donc les stations de transfert d'eau par pompage, hein, où on vient remonter de l'eau dans des barrages. On peut le faire en France. Alors, c'est probablement un petit peu plus compliqué à faire aux Pays-Bas, mais là aussi, en dehors du vent, la France, en niveau topographique, géographique, combine également cette capacité de stockage qui est déjà une réalité aujourd'hui. Alors évidemment, il y a des technologies sur lesquelles tout le monde travaille, donc l'hydrogène, les batteries, voilà. Donc c'est vraiment un non-sujet. Sur le ratio entre production installée et production effective? Donc ça, c'est ce qu'on appelle le facteur de charge. Hein, donc une éolienne va tourner de l'ordre de 90%, voire sur des bons sites plus du temps. Donc l'équivalent, donc ce qu'on appelle le facteur de charge, donc c'est l'équivalent pleine puissance. Hein, donc on est sur l'éolien terrestre en France sur un chiffre de l'ordre de 25%. Sur l'éolien en mer, on est plutôt sur un chiffre proche de 50%, un petit peu moins. Il y a des sites, on a par exemple un site éolien flottant où on a été sur un facteur de charge de pratiquement 60%. Hein, donc, c'est la qualité du site qui joue. En même temps, vous n'avez aucune source d'énergie qui est à 100%. Hein. Donc, vous avez toujours des maintenances à effectuer, parfois prévues, parfois subies. Donc, avec ces niveaux et ces facteurs de charge, l'éolien en mer et l'éolien se positionnent très, très bien. Alors ensuite, on a une série de questions sur l'environnement. L'impact de l'éolien sur la biodiversité, sur le réchauffement apparemment, et également une question qui me semble intéressante sur le bilan total carbone des éoliennes depuis leur construction jusqu'à leur démantèlement, et non pas seulement la prise en compte d'une électricité verte. Alors, je vais peut-être commencer par celui-là, puisque le bilan carbone, l'analyse cycle de vie de l'éolien, en fait, montre que
l'éolienne a, je dirais, remboursé, entre guillemets, si je puis dire, en 6 mois, ce qu'elle a nécessité comme carbone, d'une certaine façon, pour sa production. Et on a un mix électrique français qui est extrêmement décarboné. Et l'éolien, en l'occurrence, est à peu près au même niveau que le nucléaire quasiment en termes de niveau de bilan carbone sur l'électricité produite et sur son cycle et sur l'électricité produite. Donc en fait, on a ici aussi la prise en compte totale du cycle de vie, avec en plus un processus industriel qui est maîtrisé, comme je le disais un peu plus tôt, de bout en bout, c'est-à-dire que on connaît ce que ça représente en termes d'impact carbone, la construction d'une éolienne. Et en fin de vie, on sait comment la démanteler, on sait comment la recycler, puisque ce qu'il faut voir, c'est qu'une éolienne, on le disait tout à l'heure, c'est recyclable déjà à 90-95%, parce que c'est principalement fait d'éléments qui sont béton, cuivre, acier, et ces types d'éléments ont des filières propres de recyclage. Vous avez certainement entendu parler du fait qu'on avait tout un travail de R&D sur la recyclabilité des pales, puisque c'est aujourd'hui, donc les pales, ça représente 3% de l'éolienne. C'est aujourd'hui l'élément sur lequel on a encore effectivement du travail d'optimisation. Et j'en profite pour rectifier aussi une légende urbaine. En France, les éoliennes ne sont pas enfouies dans le sol. C'est interdit par la loi. C'est là aussi quelque chose qui est totalement faux et très largement colporté. Et on a un gros travail de R&D pour justement permettre qu'à un horizon 2030, on espère, on ait 100% de l'éolienne qui soit totalement recyclée, l'ensemble de ces matériaux recyclés. Et les industriels qui fabriquent les éoliennes sont dans des programmes zéro déchet, justement, à des horizons à peu près de la PPE. Je te laisse peut-être compléter, Frédéric, avant qu'on passe au Oui, peut-être sur le je dirais le recyclage, c'est une question aussi, je dirais tout simplement d'œuf et de poule. Je dirais, si les éoliennes en mer qu'on va installer en France, la question du recyclage se posera je dirais, au mieux dans 20 ans et plutôt 25-30 ans. Donc, vous n'allez pas créer une filière de recyclage alors que vous n'avez pas d'entrée de matières premières. Et là aussi, en termes de filière de recyclage en France, je crois qu'on est assez bien lotis avec des acteurs qui sont déjà très présents et actifs sur ce marché-là. Donc, cette question, je dirais, va se régler. Il y aura des flux. Et je dirais, à la limite, vous pourriez presque vous poser la même question si vous avez une piscine dans le fond de vos jardins avec de la fibre de verre. C'est la même question existe. Donc, on sera très heureux pour mutualiser aussi avec différentes industries qui utilisent les mêmes technologies pour que les technologies de recyclage se mettent en place. Pour terminer une série de questions sur la politique au sens, après tout, on est à Sciences Po, au sens des politiques soit régionales, soit nationales. Une question sur la complémentarité entre éolien et nucléaire, particulièrement d'actualité aujourd'hui. Une question sur les prises de politique, les prises de position des politiques nationaux, régionaux sur l'éolien. Il ne s'agit pas de faire de la délation, mais ce serait intéressant de savoir qui, de manière positive, s'est prononcé en faveur de l'éolien. Et puis, un intérêt répété sur ce que je crois Frédéric a abordé en termes de repowering. Quelles sont les perspectives par rapport au parc installé actuel de repowering et qu'est-ce que ça peut représenter comme puissance supplémentaire par rapport à un parc installé stable? Alors, je vais peut-être commencer. Je vais peut-être commencer par la question, politique. Aujourd'hui, le gouvernement, dans la programmation pluriannuelle de l'énergie qu'il a
qu'il a publié en avril dernier, il a mis des objectifs qui découlent des accords de Paris, de la loi de transition énergétique, de la loi énergie-climat, qui vise à diversifier la production d'électricité, comme je disais, en se basant sur toutes les ressources disponibles sur notre territoire et en assurant la sécurité d'approvisionnement. La raison pour laquelle il y a des objectifs ambitieux pour l'éolien, c'est que c'est une énergie qui est extrêmement fiable. Aujourd'hui, on a eu l'occasion de l'aborder à plusieurs reprises et on le voit à travers les questions qu'on a. L'éolien est un très très gros sujet de fake news, que ce soit sur la biodiversité. J'ai pas eu le temps d'en parler tout à l'heure, mais je vous transmettrai des liens dans lesquels vous pourrez voir quelle est la réalité du sujet et du sérieux avec lequel la filière prend en compte les sujets de biodiversité. Aujourd'hui, en fait, l'éolien, c'est devenu, et on s'en rend d'autant plus compte que au fil des dernières échéances électorales, c'est devenu un élément et un outil de clivage politique. Si on regarde depuis les élections européennes, l'éolien, il est présenté par une certaine part des composantes politiques comme un outil de clivage politique qui sont principalement nourris quand même par une très très large désinformation et qui est alimentée sur des sujets qui véritablement vont aller nourrir l'angoisse des gens. C'est-à-dire qu'on va leur expliquer que justement l'éolien, en fait, ça va amplifier le réchauffement climatique, qu'il va falloir couvrir une région entière de la France pour permettre que l'éolien, ça fournisse l'électricité en France. Tout ceci est totalement faux. Mais néanmoins, c'est très, très largement diffusé parce qu'on a des organisations anti-éoliennes qui sont extrêmement bien organisées, qui ont souvent des relais d'influence très importants et qui sont extrêmement présents sur les réseaux sociaux, qui font du Trumpisme d'une certaine façon, c'est-à-dire que plus c'est populiste, plus c'est gros, plus ça passe, et qui vont jouer sur l'angoisse des gens. Et aujourd'hui, en fait, tout ça est utilisé, et l'éolien, ça n'a pas échappé à certains hommes politiques, et c'est utilisé comme un outil de clivage politique pour être contre en fait les gouvernements, et notamment ce gouvernement qui porte une politique volontariste de développement des énergies renouvelables. Peut-être je rajouterais, même si ce n'est pas de moi, mais on sent quand même une tendance, et je crois que j'ai un peu abordé, on s'éloigne, en tous les cas, on sent dans tout ce qui est relayé côté presse, on s'éloigne du monde des connaissances, parfois, pour être plutôt dans le monde des croyances, où on va donner des fausses informations et qui ne sont pas vérifiées, qui se propagent de ci, de là. Et pourtant, dans le pays des Lumières, de Descartes, je dirais, il y a un appel, en tous les cas, on va dire, à une raison scientifique. Les faits scientifiques, c'est des choses qui sont avérées, vérifiées, et il y a besoin de revenir sur ces fondamentaux pour revenir et traiter les vrais enjeux, les vraies questions, les vrais problèmes, et pas se laisser entraîner, je dirais, dans cette frénésie de fake news non vérifiées qui, à mon avis, ne font pas toujours avancer le débat. Je crois que j'espère avoir fait le tour honnêtement de toutes les questions. Anne, c'est peut-être... Peut-être, j'avais un complément parce qu'il y avait un sujet sur, pour revenir oui, sur... pardon. Non, il y avait sur le, j'irais sur la place et avec le nucléaire. On a fait un petit exercice. Voilà, on a fait un petit exercice sur nos fameux 50 gigawatts à horizon 2050. 50 gigawatts à 2050 est un objectif qui reste compatible avec la construction de 6 EPR. Donc, il faut pas... Nous ne sommes pas dans un positionnement contre le nucléaire. Nous sommes dans une stratégie. L'État a décidé de ramener la part du nucléaire à horizon 2050. D'ailleurs, est-ce que c'est raisonnable aussi de dépendre d'une seule source d'énergie de manière aussi massive? Peut-être non. Et on ne veut pas que demain l'éolien soit dans cette même situation. C'est plutôt ce mix énergétique, ce portefeuille diversifié qui est la meilleure source de garantie d'avoir
ne pas dépendre d'une et une seule source. Et donc, et la vraie question politique, c'est les centrales nucléaires vont s'arrêter. Donc, la question politique, c'est par quoi je les remplace? Par quoi je les remplace demain? Et on est persuadé que l'éolien terrestre et l'éolien en mer est un formidable candidat pour assurer cette énergie électrique qui, ces dernières années, peut-être stagné, légèrement baissé. Mais quand on voit ce qui se passe sur un plan énergétique, parce que des fois, on a tendance à réduire l'énergie à la seule électricité, c'est une erreur. C'est une erreur. On va vers un transfert de sources énergétiques, plus de pétrole ou de fuel lourd, vers de l'électrique. Donc, je pense par exemple au transport, donc véhicules électriques, donc je pense aux nouveaux usages. Je pense aussi par exemple pour l'alimentation pour les bateaux qui aujourd'hui tournent au fioul lourd. Et quand ils émettent du CO2, ils rentrent dans aucun mécanisme de pénalité, y compris en Europe. Donc, il y a un gisement énorme pour ramener sur le plan électrique, qui lui est décarboné, et donc qui va vers une tendance à l'augmentation des besoins électriques. Donc, c'est pour ça que l'éolien en mer et terrestre, c'est un des bons candidats. On ne dit pas que c'est le seul. Dans tous les cas, il doit pouvoir prendre toute sa place. Merci. Anne, je te laisse le mot de la fin. Merci beaucoup. Je pense que tout le monde sera intéressé par les liens que vous avez mentionnés, probablement par les slides aussi qui me semblent très clairs. Merci beaucoup pour vos riches interventions qui nous ont permis d'avoir un panorama extrêmement global sur ce sujet, mais également sur tous les challenges à venir avec les objectifs attendus par rapport à la filière de l'éolien dans le cadre de la transition énergétique. Nous avons largement débordé l'heure, mais parce que c'est un sujet qui est vaste et qui a suscité en tous les cas beaucoup de questions de nos auditeurs. Donc un grand merci Pauline, un grand merci Frédéric. Merci Alessandra Martinez de Sciences Po Alumni pour le support et un grand merci à vous tous, nos auditeurs. Et à bientôt pour la prochaine conférence du groupe, sans oublier Denis pour avoir centralisé toutes les questions. Merci à tous et bonne soirée. À bientôt. Et j'en profite pour vous dire que la prochaine conférence aura lieu début janvier et qu'elle aura comme présentateur, enfin, comme invité, le PDG d'Egis qui nous parlera de la transition énergétique dans le bâti et les infrastructures. Donc, rendez-vous en janvier. Merci, à bientôt. Au revoir.